Tête-à-tête avec un artiste. Je vais donc vous demander, Eleanor et Madison, de me rejoindre. Thank you for being with us tonight. Eleanor, donc, qui est assistante du metteur en scène Robert Icke, et Madison, qui est Zerlina dans cette production. Alors, première question, des questions d'introduction pour vous présenter à notre auditoire ce soir. Tout d'abord, tout simplement, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement l'une et l'autre, votre parcours, et qu'est-ce qui vous a mené, quel a été l'événement décisif qui vous a mené à l'opéra? So, first of all, could you introduce yourselves and tell us what brought you to the world of opera? Who wants to begin? Okay, hello, my name is Madison, or Maddie. Je m'appelle Madison ou Maddie. Je suis néo-zélandaise et that's all my French, I'm sorry. And I am singing Zerlina. I started singing opera when I was 9 years old. I was in the children's chorus of Carmen when I was a little girl growing up in New Zealand, and I loved it. I've just sort of kept going ever since then. Hello, oh that's very loud. My name's Eleanor, I'm the assistante de la mise en scène, and I started in opera as a singer when I was a lot younger, singing in lots of different productions of Britain's The Turn of the Screw, kind of all over the world. And then it was kind of at university where I fell in love with directing, and so since then I've been pursuing life as a director and an assistant. En fait, j'ai oublié de traduire d'abord Madison, donc je redis rapidement. Madison donc, vient de Nouvelle-Zélande, elle chante Zerlina, elle vient de Nouvelle-Zélande et bien, a commencé à chanter très jeune dans une chorale en Nouvelle-Zélande, et c'est comme ça que la vocation est arrivée. Et Eleanor, qui est assistante à la mise en scène, a chanté elle aussi. C'est là d'où est née cette vocation qui l'a menée peu à peu vers la mise en scène. But maybe we can have more steps and more details. Peut-être on peut avoir d'autres étapes et d'autres détails sur ce qui vous a mené vers cette carrière. Next step, after this discovery of opera in a choir as a child. Okay, yes. So, as I said, I started when I was about 9 years old, and I went to university in New Zealand where I studied a Bachelor of Music, and then I received a scholarship to study in London at the Guildhall School of Music and Drama, which was an incredible experience, except it coincided with COVID, so I got trapped in London and everything shut down. But during that time I did an audition for a man named Alain, who was I don't know how to say this word, intendant at Strasbourg, Opéra Nationale du Rhin, and he was amazing and very instrumental in giving me a lot of opportunities in France. Actually, a lot of my work has been in France, so it's a great pleasure for me to be here. And I was a young artist here at the festival last year. Yes. And, yeah. Donc, Madison a d'abord fait des études supérieures de musique en Nouvelle-Zélande, puis elle a été à Londres dans la prestigieuse Guildhall School. À ce moment-là, le Covid est arrivé, elle s'est trouvée presque coincée à Londres, mais elle a été auditionnée par... who is the intendant of... Who was the intendant? His name is Alain. It's Alain Perrault. It's my predecessor. So yes, he's dramaturge and casting director here. Donc oui, absolutely. C'est donc Alain Perrault, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est devenu depuis quelques années directeur de l'Opéra du Rhin, a auditionné Madison, et quelque chose s'est construit à ce moment-là qui a fait que la carrière de Madison s'est développée en France. Et puis Madison, peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de la découvrir l'année dernière. Elle était membre de l'Académie de l'année dernière. Donc vous savez à quel point l'Académie est importante pour le festival. C'est un lieu d'identification, un vivier pour les artistes de demain. Et donc Madison a sauté de l'Académie à Zerlina dans Don Giovanni, and it was almost decided when you came to the Academy last year. Yeah. Oh, nice. And you, et vous, Eleanor, what were the next step to the assistant, stage directing and things like that? So in terms of how you get involved in being an opera director, it's sort of a bit of a strange route. So I started directing at university,
And then after I graduated, I set up my own opera company, which is called Green Opera, which makes environmentally sustainable work, which I know is something that the festival also really cares about. So I've been making my own productions with them for a while. And then I became what's known as a staff director in a tiny opera house in Germany, which meant reviving a lot of operas, working on a lot of new productions. And then shortly after that, I joined the Young Artist Programme at the Royal Opera House in London. And it was working there on the co-production of Picture Day Like This with Aix-en-Provence that I ended up coming to the festival a couple of years ago. And that's kind of how I've ended up being involved in this. Donc, Eleanor a également donc, étudié à l'université la question de la mise en scène. Elle a fondé sa propre compagnie, Opera Green, Opéra Vert, qui est particulièrement engagée dans les questions, vous savez, qui préoccupent beaucoup le milieu du spectacle vivant et de l'opéra en particulier, qui est celui de l'éco-responsabilité. Donc, Eleanor est très engagée là-dedans, et donc ça fait un certain temps qu'elle pratique la mise en scène. Elle a appris son métier d'une certaine façon en Allemagne, pour une large part, avec à la fois comme c'est souvent le cas pour les assistants de mise en scène, pour des reprises de mise en scène, mais également sur des nouvelles productions. Et puis, à Londres, elle a eu l'occasion de travailler d'être associée à la production de Picture Day Like This, qui était au Festival Aix-en-Provence, l'opéra de George Benjamin, qui a été créé ici au festival en 2023. Et c'est par ce biais qu'elle est arrivée au festival et sur cette production. Alors, deuxième étape dans notre échange, est-ce que vous pouvez maintenant, Madison, nous dire quelques mots du personnage de Zerlina en général, donc avant d'entrer dans le cadre de l'interprétation qu'en donne Roberta? Could you tell us something about the character Zerlina, just in general, without going into Roberta's interpretation yet? Sure. So I think for Zerlina in Don Giovanni, it's a huge day, this opera. She's getting married. She's a character of, well, traditionally low status, so it's a really big, scary step for her, I think, getting married on this day, and then she comes into contact with Don Giovanni, who is this older, more sort of thrilling character who walks into her life, and many big decisions need to be made very, very quickly, because she's sort of heading on a path in one direction in her life, and then all of a sudden this person appears on the day of her wedding, and she's got to decide, okay, how am I going to handle this? Am I going to go with this mysterious stranger who seems to promise the world, or am I going to, go the other way? So I think she's a character that quite often, I feel anyway, doesn't really get given enough depth or enough treatment in productions I've seen, because her music isn't as complicated or as traditionally beautiful as some of the other characters, but I find her to be very, very interesting, because I think of all the characters in the opera, she's the person that gets given the most questions to answer in such a short amount of time. So. Donc le personnage de Zerlina, dans la même journée, elle a déjà symboliquement à affronter cette expérience décisive de sa vie qu'est le mariage, mais en même temps que cette journée de mariage, arrive cette figure séduisante, excitante, inquiétante qu'est Don Giovanni, et donc à cela s'ajoute cette décision capitale de savoir si elle va suivre la voie séduisante de ce mystérieux inconnu qui lui promet le monde, ou si elle va continuer son chemin avec Masetto. Et l'autre chose, c'est que Zerlina est parfois un personnage qu'on considère comme manquant un peu de profondeur, alors qu'en réalité, Madison considère à juste titre que c'est un personnage très riche, très complexe, avec lequel il y a beaucoup de choses à faire. And vocally, could you tell us a few words about the... Vocally, well, yeah. So Zerlina's an interesting challenge for a soprano, I think, because the role sits simultaneously at quite a low part of the voice and also in quite a high part of the voice. So often it's cast as a mezzo-soprano. In other productions, it's a higher soprano. So it's quite a specific challenge, I think, for a singer. And this is my first time ever singing Zerlina, and many of my friends have sung it before. And so before
sort of beginning to learn the role, I asked some of my friends who had sung it, what they thought and what their vocal advice was, and every single soprano I spoke to said, oh my goodness, Zerlina is such a nightmare of a role. It's really difficult. It sounds really easy, and it's the sort of thing as an audience you listen to and you think, oh, it's easy. But it's not. It's actually really, really hard. So it's been a really interesting challenge because I think she has a lot of messy kind of things to sing and very fast words in Italian. I don't speak Italian, so that was a challenge. But she's also got some really brilliant, beautiful lyric stuff. So it's a fun role. Donc c'est un rôle qui en fait a l'air très simple à chanter mais qui ne l'est pas tant que cela, et d'ailleurs on voit que parfois on le distribue à des mezzos, parfois on le distribue à des sopranos aigus, donc il y a cette impression de facilité, ces très belles lignes de chant, mais en réalité c'est difficile à chanter, et quand il a été question qu'elle s'empare du rôle et qu'elle a consulté des amis, des collègues, ils lui ont dit à quel point c'était beaucoup moins évident que ça n'en avait l'air. Et voilà, mais évidemment c'est un personnage qu'elle trouve absolument passionnant et qu'elle aime beaucoup. Maybe a last thing, the comic part of the role, of the subtle double entente of the role in the main arias. The first one is Batti Batti, it's complicated. How to tell this topic today, and the other one is a little bit yes. Donc, je demande un peu aussi de parler de la partie comique du rôle. Enfin, il y a une dimension piquante du personnage à double entente. Le premier, c'est un air qu'il est compliqué déjà de défendre et de porter aujourd'hui. Le moment où, pour se faire pardonner de Masetto, Zerlina dit bats-moi, tape-moi, frappe-moi, et après on se réconciliera et on sera en paix. Et puis il y a le deuxième aussi, qui est un tout petit peu licencieux, où quand Masetto s'est fait frapper, elle propose de le consoler avec une pharmacopée qu'on ne trouve pas dans les pharmacies, dont elle seule a le secret. Et évidemment, c'est une faveur érotique qu'elle lui propose entre les lignes. So, how do you play this part of the role? Before the staging, but how do you conceive to... Et oui, Madison aussi, c'est compliqué. Il y a plein de mots en italien. Il faut parler très vite cet italien qu'elle ne parle pas dans la vie. Well, these were difficult areas to approach. The Batti Batti, which is very violent. The text has a lot of very violent imagery in it. And Vedrai Carino, which is much more sensual and quite explicit, would you say, actually? So how... I was very, very lucky in this production with Pavel Horodisky, who is my Masetto, because I think in approaching some of these topics, on stage especially, you have to have a really high level of trust with your stage partner, and Pavel was just so fabulous. One of my favorite moments actually of the show is right before we go on stage, before Batti Batti, he has to run on stage and he's really angry with me, but we're together right before we go on, and just before we go on, every single time he always turns around and he says, "Go Zerlina, this is going to be so fun." No, these are difficult topics, and I think for me, we try to approach it less from, well, actually no, my thought about it is that it's less literal, less literally violent, and more about a woman who is pleading with her future husband to show her something that gives her some kind of sense that he's going to be able to handle her, and not in a violent way, but handle her in a sense of just, I don't know, she's so full of life and so full of energy. Is he as well? Can he join her? And that's how I saw it. Donc cet air, notamment Batti Batti, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident de mener aujourd'hui, de cet air qui appelle donc une punition physique de la part du futur époux, mais ce qui est très important dans ce genre de situation, c'est de pouvoir faire entièrement confiance à son partenaire de jeu et de chant, et donc en coulisses, avant de se précipiter sur scène plein de colère, Masetto dit Pavel, qui chante Masetto, dit à Madison, allez, vas-y, Zerlina, on va prendre son pied. Donc quelque chose qui est évidemment à l'envers de la violence qui va manifester sur scène, mais pour détendre l'atmosphère et puis créer une complicité.
Donc ça, c'était, je me remémore la suite. Oui, enfin voilà, c'était l'aspect essentiel de cette ère. Et voilà, et oui, Madison le comprend moins comme une invite littérale à se faire battre, mais plutôt une espèce d'acceptation de la confiance de cet époux. Elle est pleine de vie et il faut à la fois qu'il accompagne et qu'il supporte et qu'il lui donne cette possibilité de comprendre cet aspect de sa personnalité, cette force vitale qu'il y a en elle. Alors, Eleanor, on va parler un petit peu du rôle d'assistant metteur en scène, de cette partie aussi du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est que cette fonction d'assistant à la mise en scène? Et puis nous dire aussi, est-ce que vous aviez déjà travaillé avec Robert Icke auparavant? Est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots à l'auditoire? So, could you explain the role of the director assistant and what it requires? And had you worked with Robert Icke previously? Could you tell the audience something about him? No, so I hadn't worked with Rob before, but I live in London, so I've seen a lot of his plays. He works on a lot of Greek tragedies, which he essentially rewrites and stages in a really provocative, contemporary way. So when I heard that this director was going to be approaching a classic like Don Giovanni, I was very interested to see kind of what take he would bring to it. And it's also his first opera. He's a very well-known theatre director, but he's never directed an opera before. Normally, the role of an assistant director varies very much depending on the director that you're assisting. So we're responsible for making sure that the rehearsals are organised, that the staging is written down. We also sometimes have to go on stage ourselves and play different roles. I am not a natural actor, so that's always a challenge when you have to fill in last minute. It's always fun. And I thought, this is a director who directs a lot of theatre. He's used to working with incredible actors, so I was a bit nervous about that, but luckily, I didn't have to do any of that. Do you want to do that bit, and then I'll keep going a bit more? Donc, elle n'avait jamais travaillé avec Robert Icke jusqu'ici, mais évidemment, elle connaissait de réputation. C'est un metteur en scène qui est extrêmement réputé sur les scènes anglaises. Elle avait vu notamment ses adaptations des tragiques grecques. Et donc, voilà. En ce qui concerne le rôle d'assistant de metteur en scène, ça dépend beaucoup, en fait, de l'articulation avec le metteur en scène lui-même, de ses besoins, ses désirs, ses attentes, etc. Donc en fait, il y a plusieurs casquettes en même temps, dont celle parfois de devoir jouer au pied levé le rôle d'un personnage qui, par exemple, n'est pas à la répétition. Enfin, et de fait, on a beaucoup vu Eleanor jouer, suppléer certains rôles, et celle de la petite fille notamment. Et donc, elle était un peu inquiète de cet aspect, parce que même si, évidemment, elle n'était pas amenée à jouer à la fin, Robert Icke dirige les plus grands acteurs au monde, en tout cas du monde anglo-saxon, et donc elle était un peu inquiète de cette dimension. mais voilà, ça a donné beaucoup de plaisir. So yeah, I suppose in approaching this production, it was interesting because Rob's approach is quite collaborative. So a lot of discussions happen in the room. He's quite interested to know everybody's opinion of the piece and everybody's opinion of kind of what they should be doing on stage. So I think one of the things that's very special about this production is that it's really created by the people who are in the room, which does often happen, but it was particularly interesting on this production because really all of the staging decisions kind of came from the collective, which was really special. Also, Simon Rattle was very involved in a lot of the staging, which is always exciting when a conductor has such strong dramatic interests and instincts. So he's also really been a dream to work with. What else to tell you about Rob? I think one of the great things about the way he works in opera is that he doesn't come with kind of the traditions in mind. He doesn't necessarily take the humour of the piece or the darkness of it for granted. So really, we were all discovering Don Giovanni or rediscovering Don Giovanni with him in the room. A lot of the singers have sung the roles before, some of them hadn't. So it was a really vibrant, creative atmosphere where everybody was asking
questions and kind of challenging their own preconceptions, I suppose. Donc la méthode de travail de Robert Icke est très collaborative, très collective. Il a créé donc cet espace de dialogue. Il y avait beaucoup de temps de dialogue, d'échanges collectifs autour des interprétations de l'œuvre et aussi de décisions à prendre pour aller dans telle ou telle direction. Donc il y a cet aspect-là qui est très important. L'autre était aussi de ne pas venir empeser de toute une tradition interprétative et du coup, quand bien même avec des chanteurs qui avaient déjà chanté les rôles auparavant, c'est collectivement une nouvelle conception du mythe, du personnage et de l'histoire qui a été peu à peu élaborée en commun. Do you have the same advice, Madison, about the method? Yeah, I would second that. I think Robert was one of the most collaborative directors I've ever worked with, and he was, the lasting kind of legacy I have of him in this production is that he really did encourage all of us to try to look quite deeply into these characters and to try to really understand the truth of what they were saying and what they were doing and why they were doing the things that they were doing. He was much more interested in answering those questions, or asking those questions, I should say, than just sort of saying, okay, you stand here and sing this, and you then go and do that over there. It was just such an interesting process from that perspective. Donc c'est vraiment une des productions les plus collaboratives à laquelle elle a eu la possibilité de prendre part. C'était vraiment le principe. Chaque motivation dramaturgique des personnages était interrogée profondément. On n'était absolument pas dans l'indication coercitive, tu fais ça, tu vas dans telle direction, tu fais telle et telle chose, mais vraiment les motivations profondes à chaque étape de chaque personnage étaient interrogées de telle façon à le nourrir dans toute sa richesse et toute sa complexité. Do you want to... No? I think also just to add, we had a lot of fun in the room with him because he would say, well, how do they not recognize each other? You know, Leporello is 6'7" and Don Giovanni looks completely different. Why don't they know who they are? And then, or simultaneously quite a lot, why are they all singing at this point? So we had quite a lot of fun in the room, really. He would always say things like, the improbable is likely, as in, so random things can happen, but convenient things can't happen. So it doesn't make any sense for this person just to be here at the right time. And I think with operas like Figaro and Don Giovanni, we kind of accept that the right person will turn up, or quite often the wrong person will turn up at the right time. But Rob was always asking questions of those dramatic conventions, which always led to a lot of fun in the room as we would sort of try and explain, well, you know, normally they're wearing a Halloween costume or a cloak so that we can't recognize each other. So that led to a really funny atmosphere as well. Et donc, tout ce travail un peu de travail en profondeur à travers un jeu de questions permanent sur l'œuvre, ça a engagé même jusqu'aux conventions d'opéra qui, évidemment, si on les interroge littéralement, peuvent paraître absurdes. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas qu'il s'agit de Leporello et pas Don Juan et vice-versa, ou bien pourquoi est-ce que en fait, les personnages chantent, enfin les conventions finalement basiques de l'opéra étaient elles-mêmes interrogées et mises de manière humoristique devant leurs limites et leur absurdité si on les prend de manière littérale. Donc il était question à la fois de s'en amuser, de les réinterroger d'une certaine manière. Donc ça, c'est sur la méthode de travail de Robert Icke avec vous, donc très collaborative, très dramaturgique et venant du théâtre aussi, interrogeant beaucoup les œuvres et chaque étape pour chaque personnage. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées générales qui ont été les siennes pour aborder ce monument de Don Giovanni et concrètement comment il les a mis en œuvre? What were his general ideas in tackling the monumental Don Giovanni and how did it put them into practice? Well, I think a lot of people said to him, oh my goodness, Don Giovanni is your first opera. It's so difficult. But I think if you don't come from an opera background, you didn't come with any of those senses of the fact that it would be hard. So I think he came at it quite openly, really.
which is always nice. In terms of the general big ideas, I think he's quite interested in the psychology of someone who has lived a bad life, and the idea that is reflected in the epilogue, which I think is one of his favorite parts of the opera, where it says the life of a bad person is reflected in their death. So that's something that came up a lot. So we are thinking consciously of the opera as kind of a process of reckoning, by which I mean Leporello's role is really to show Don Giovanni all of the bad things he's done and to encourage him to make a good decision. And being Don Giovanni, he never makes a good decision. So the role of Leporello and Don Giovanni is, rather than servant and master, it's kind of servant and master in almost like an angel or a genie way. So Leporello's there to sort of try and push him towards the right path. Should you do that bit and then we'll carry on? Un questionnement fondamental de Robert Icke qui est la nature se réveille. Un des questionnements fondamentaux, il est formulé dans une des phrases de l'épilogue final. C'est une interrogation sur l'homme de mauvaise vie, suivre le parcours d'un mauvais homme, d'un homme de mauvaise vie, comment comprendre et accéder à la psychologie d'un tel individu. Et donc la dimension psychologique, psychanalytique, l'approche est très importante. Ceux qui ont vu le spectacle l'auront remarqué. Et ça explique par exemple aussi le rôle particulier qui est joué, enfin la relation particulière Leporello-Don Giovanni, qui est plus qu'une relation traditionnelle de maître et de serviteur, mais plutôt de génie ou d'ange qui joue donc le rôle de psyché de Don Giovanni et l'amène à prendre des décisions dans tel ou tel sens. Et pour Don Giovanni, c'est toujours dans le mauvais sens. I suppose also, I don't want to spoil the production for you if you haven't seen it already, but Don Giovanni starts the opera not knowing what he's done or sort of who he is. So he discovers all the bad things he's done over the course of the opera, which is quite interesting, and is constant, I guess, surprise for him. And also I think Rob, in all of his plays as well, is very interested in the concept of time. A lot of his theatre productions have a clock that gradually runs down over the course of production. Greek tragedy, of course, is very interested in the unities of time, the idea that everything you experience on stage is happening in real time, which is something that's true of Don Giovanni as well, as Maddie was saying. So this idea that Don Giovanni's whole course in the opera is about redemption, and he needs to make the right decision, and time is gradually running out over the course of the opera, both for Leporello to persuade him and for him to make the right choice finally, has really led to this very exciting feeling of tension from the very beginning to the end, which I think is something that makes this production very novel, I suppose. Alors, le deuxième aspect, c'était sur la question de la temporalité. The first part of your... Could you repeat once again? I forgot the first part of your answer. Okay. Oui, en fait, c'est un truc de Greek tragedy, tragedy grecque. Just before. Which bit? Yes, oui. La première dimension, c'est que comme certains peut-être l'ont vu et sans trop dévoiler, quand ça commence, le personnage, Don Giovanni, s'éveille d'un état d'inconscience et d'une certaine façon, il ne sait pas qui il est et tout ce qu'il a fait par le passé. Donc le début, que Eleanor trouve intéressant de cette manière, c'est la manière dont le personnage se ressaisit de ses actes, de presque de cette dimension mythologique d'homme mauvais, d'une certaine façon, que peu à peu, donc, il réintègre l'action à laquelle il est associé. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est la question de la temporalité, cette course vers l'abîme, le fait sans cesse, donc, Leporello l'accompagne. Enfin, c'est un peu comme dans la tragédie grecque, la question de la fatalité en temps réel. Il y a cette course progressive vers l'abîme et les décisions à prendre sur lesquelles Leporello intervient et toujours sans beaucoup d'effet jusqu'à la fameuse décision finale de se repentir ou non. I think also just to talk a little bit more about time, everybody in the opera is also on their own timeline. And one of the interesting things that came actually quite late in the process is the idea that
Donna Elvira's timeline is faster than everybody else's. So each time, it's quite subtle, but each time Magdalena comes on stage, she's gradually getting older. There was this idea that this is a woman who has spent her whole life constantly expecting this man to change, and he doesn't. Whereas I think traditionally in the opera, it's all one moment, and she says she's going to go off to a convent at the end, but you think maybe she's got some time left. But in our production, it's a whole life spent on someone else, which is quite tragic in a way. Donc il y a plusieurs timelines qui coexistent, et donc il y a un personnage qui pendant l'opéra parcourt toute une vie, depuis la jeunesse jusqu'au vieillissement. C'est Donna Elvira, jouée par Magdalena Kojena, dont on voit le vieillissement au gré des scènes et des perruques notamment, et qui accompagne donc le jeune Don Giovanni, ou commandeur comme on veut, vers l'état de vieillissement, qui l'accompagne jusque dans la mort, et parce que c'est son unique femme, son unique épouse et sa veuve. Maybe before coming back to the general ideas of the productions, maybe we can focus on Zerlina, how Robert conceived this character in this production. And for example, because it's not so easy to understand, why does she cut her finger 2 times, first during the Lacidarem la mano, and second during the... Well, I think Rob had some really wonderful ideas about Zerlina and about bringing her into kind of a more present focus in the opera, which was great because, so first of all, I think we investigated the role quite literally, and everything she does say is quite violent and quite extreme. So I think Rob was quite interested in exploring that as a predominant theme. Let me gather my thoughts here. Why do I cut my hand? I think it's to do with vitality and to do with being alive and feeling alive, and the sensuousness of Zerlina. She, everything she does with her body, including cutting herself or cutting other people, it's to feel something, and it's to really experience what it's like to have that literal rush of blood, I suppose. And I think we sort of decided quite early on in the process that was something she was just interested in and just wanted to explore. Donc, je demandais un peu à Madison de se concentrer sur les idées générales sur le personnage de Zerlina et sur la façon dont Roberta le conçoit, et notamment aussi sur ces scènes étonnantes, peut-être à décrypter pour le spectateur, qui sont les moments où Zerlina se coupe, et qu'il y a du sang qui à 2 moments, notamment le Lacidarem la mano, le moment où elle hésite à donner la main à Don Giovanni, puis le Vedere Carino, le moment où elle guérit un Masetto, et Madison explique que c'est lié à 2 choses. La première, c'est la volonté de prendre de manière assez littérale la parole de Zerlina, qui parfois, de manière littérale, donc a une certaine violence, et donc la prendre de manière littérale, c'est lui donner peut-être plus d'épaisseur, de relief que les Zerlina traditionnelles, un petit peu nunuches, et donc en lui donnant une certaine violence comme ça, ou une certaine dangerosité, ça la rend plus intéressante dans le rapport à Don Giovanni. La deuxième chose, c'est qu'elle est, et ça me semble important, en effet, elle est porteuse d'une vitalité, d'un sang, d'un trop-plein de vie, et que son sang, c'est un sang de vie, de trop-plein. Et je pense que ici, je peux glisser, maybe I can add something. There is kind of mirror between Zerlina's hand with a full of blood of life and the commandatore hand at the end of the opera when you Dan la mano, which has no blood left and so il y a cette espèce intéressante au fond de mise en miroir dans la mise en scène de 2 moments où la main est signifiée très fortement par le livret. Il y a, ça tout le monde l'a bien en tête, la main du commandeur, qui est une main porteuse de mort et qui est associée à un personnage dont le sang se perd, se dévitalise. Et puis il y a la main, au contraire, du Lacidarem la mano de Zerlina, qui est une main de vie, pleine de sang, et de vitalité, de jeunesse, et auprès de laquelle le séducteur un peu vampirique, it's like a vampire, Don Giovanni in a way, un peu vampirique, essaie de retrouver de la jeunesse
jeunesse qu'il était en train de le quitter. Donc ça, c'est un motif qui est très intéressant, je trouve, et une fois qu'on l'a à l'esprit, on comprend mieux certaines étapes de la mise en scène. What could we add about this very rich and powerful production, about the main ideas? Maybe, yes? I was going to say, one of the most interesting things from a performer's perspective for me about this show is the idea that, we all know that the audience coming to see Don Giovanni has probably seen Don Giovanni before. It's a beloved opera, everybody loves Mozart. So what's been really interesting is Rob had this sort of phrase that he would say to us, where he would say, your characters are alive in this show because you are alive. Like, you are really living this 3 hours of this show. So they are really living this 3 hours of the show. And it's been something that's kind of revolutionized the way I think about performing, because I think as a performer, you're so used to just getting in a costume, walking on stage, doing as you're told. But we have been invited to really live this show. And that's been very, very special, because I think, especially in a show like Don Giovanni, which is so beloved, it's a very exciting thing not to just perform it, but to live it to a certain extent, live it as these characters. And it's all related to what Eleanor was talking about with time and Rob's interest in expressing time. And yeah, it reminds me of this phrase, which is something like, all life is, comedy or something is like, let me think about this. Comedy is just tragedy plus time. Yeah. And I think we think of Don Giovanni now as a more comic opera, and you often see the buffoonery and the comic aspects of it, whereas we are living it as it is. So it's a tragedy for us in a way. A lot of the things that happen in the show are tragic, and we're exploring them because they're there. And that's very exciting. Donc évidemment, Don Giovanni, c'est une œuvre que tout le monde connaît bien. Et donc ce qui plaît beaucoup à Madison dans cette production, c'est une autre manière d'entrer dedans, de la vivre, et notamment donc de la vivre intimement, de l'intérieur, par la question notamment de ce rapport au temps, plutôt que de la performer, de la jouer comme on le fait dans une production traditionnelle. Et puis ce qui l'intéresse aussi, c'est la dimension comique du tragique d'une certaine façon, c'est-à-dire donc ce mot que vous citiez, la comédie ce serait la tragédie plus le temps, c'est ça ? Et que donc peut-être que quand on ajoute du temps au tragique, c'est comme ça que je le comprends, la dimension comique du tragique se révèle, c'est peut-être ça l'idée ? Oui, et c'est ça qui rendait donc cette production passionnante. Donc on a parlé de la psyché de ce mauvais homme, on a parlé de Leporello, on a parlé d'Elvira, on a parlé de Zerlina, bien sûr. Peut-être dire un mot encore 2-3 éléments qui permettent d'éclairer la mise en scène. Peut-être parler de Donna Anna, peut-être aussi parler du catalogue et de la piccina, qui est un sujet évidemment touchy de cette mise en scène. À la fin du catalogue, donc il y a l'évocation d'une piccina, d'une petite fille, et la parole de Don Giovanni est très explicite, enfin plutôt de Leporello est très explicite sur Don Giovanni. Sa passion prédominante, c'est la jeune débutante. Donc il y a vraiment une espèce de frénésie chez Don Giovanni qui fait que c'est l'entièreté du vivant dont il est l'ogre vorateur, sexuellement vorateur. Et aussi, c'est peut-être pour ça, je précise ici, que quand on se demande ce que veut dire être précipité aux enfers en 2025, quel sujet collectivement nous fait penser que quelqu'un doit être précipité aux enfers, c'est peut-être toucher à ce tabou-là. Maybe you can explain this, Donna Anna. Who is Donna Anna? What's the conception of the character and the connection maybe with the little girl and the allusion to the piccina in the catalogue aria? Sure. I mean, Donna Anna is a very interesting character because she essentially is kind of the only character who, well, out of her and Don Elvira at least, who sort of eventually finds a sense of inner peace by the end of the opera. I mean, she spends a lot of the opera very angry and wanting revenge against this man who has tried to assault her. And I think one of the things Rob said in the first rehearsal was that the women in the opera kind of express themselves through
internal contemplation, whereas the male characters are always either trying to act or, in the case of Don Ottavio, failing to act. So I think a lot of the work we did with Golda, who is, you know, a renowned interpreter of Mozart's Women, was how we find this balance between a character who has such strength and anger, but also vulnerability. And I think this is a balance that Golda finds wonderfully. And I think, you know, I have to watch the show every night, and it's very difficult to watch because it's such a painful thing she goes through every single night. I think I don't want to ruin it too much, but one of the key ideas for Donna Anna is that she has to kind of reconcile the loss of a father with the perpetrator of assault. And in our production, these two, the figure of Don Giovanni and the commendatore, are much closer than normal. So in terms of the production, one of the other things we were looking at is how is it painful to sort of reconnect your timeline after a trauma. So Donna Anna's life is divided into what happened before Don Giovanni and what happens afterwards. And I think that's something that Rob really looked at, is how she has to very painfully piece those two things back together. I think he was also very interested in looking at the dimensions of Don Ottavio and Donna Anna. I think Amatai manages to find a really great balance of Don Ottavio is clearly a very lovely person, but he can't quite follow her into this pain. He can't quite relate to her, and their relationship breaks down because he's not able to support her in this. And it's quite unpleasant actually the way he behaves. I think is interesting because often Don Ottavio is a character who's kind of overlooked as the nice guy. That pain and that sort of piecing your life back together again is something that I think Rob was very interested in, and Mozart is always very interested in his depictions of, for example, the Contessa and Figaro, how you move on after something terrible. Maybe we want to start with that and then I'll crack on. Donc ce personnage de Donna Anna, il a plusieurs caractéristiques. Il y a cette colère, ce désir de venger son père, et en même temps la difficulté d'agir. C'est une première. Donc il fallait jouer sur cette balance avec cet équilibre pour la chanteuse Golda Schultz, qui est une chanteuse mozartienne très réputée. Il y a aussi la question de savoir comment articuler la perte du père à la relation avec celui qui a essayé de la violer, surtout dans cette production qui établit une relation très étroite entre le personnage du commandeur et le personnage de Don Giovanni. Il y a aussi la question de la relation à Don Ottavio, qui est évidemment une personne éminemment estimable, mais qui a des limites dans sa capacité à accompagner Donna Anna dans la douleur. Enfin voilà, tout ça fait de ce personnage un personnage complexe, et aussi d'interroger le passé de Donna Anna qui explique son comportement présent. Voilà, on va peut-être arrêter pour pas trop en dire non plus aux spectateurs. Do you want to add something, Madison? No? Okay. I think the Piccino, we talk about the Piccino as well. As you like, okay. if you. And then another dimension that we were looking at is this. Rob was very interested in this idea of la piccina, and why is this word repeated so much? Apart from the fact that, you know, it's the end of the verse and that's what tends to happen, and you know, he doesn't take that as an excuse. So I think, he was looking at two questions really. Why is la piccina repeated? And why is Don Giovanni going to hell? Because if this is just a man who is a lover of women and just wants to have a good time, is that enough to send someone to hell in 2025? So what's emerged from this is this idea that there is no limit to what Don Giovanni will do and who he will do that with. So in our production, it is quite heavily implied that Don Giovanni also has relations with much younger women, which is quite explored in our production. I think girls, in a very sensitive way. It's quite. I think it's not explicit, but it's heavily implied, which is always quite uncomfortable, I think, for audiences. And also, there's a suggestive relation between Donna Anna and the little girl. It's kind of implied that they could perhaps also be the same person. J'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est la question de la question fondamentale aussi sur Don Giovanni, c'est qu'est-ce
qu'est-ce qui peut faire que pour un spectateur de 2025, il mérite d'être entraîné aux enfers? Si c'est simplement qu'il veut passer du bon temps avec les femmes, ça ne suffit pas. Et donc, il faut faire prendre conscience qu'il n'a pas de limite dans son désir et dans la réalisation de son désir. Et là où la question était moins tabou peut-être à certaines époques, aujourd'hui c'est évidemment un tabou fondamental, et c'est là où se situe ce qui mérite aux yeux de la collectivité d'aujourd'hui d'être envoyé aux enfers. C'est donc le fait qu'il inclut dans son désir, y compris des très jeunes fille, donc la Piccina du catalogue. Et l'autre idée, c'est que peut-être que cette jeune fille entretient aussi une relation avec Donna Anna symbolique, peut-être que c'était Donna Anna autrefois. Bon, là, on a donné un petit peu une explication de texte aussi de cette production que peut-être certains ont déjà vu ou vont voir. Ça vous aidera en tout cas peut-être à voyager dans le spectacle. Mais je vais vous laisser, tandis que le temps se fait un peu menaçant, je vais vous laisser poser des questions à Madison et Eleanor. Peut-être une dernière question sur le futur. What are your next projects? Very briefly. For me, I'm doing some more Mozart. I go to Australia and I'm doing a Requiem and then some Baroque opera, which it's the first Homicide. That's what the opera is, and I'm very excited. I love Baroque music. Okay. Donc des Mozart en Australie et puis de la musique baroque. Et Eleanor? I'm directing a production of Jane Eyre by Don Giovanni, the world premiere, and then Pagliacci as well. So a bit of directing for me is coming up next. Sorry, I did not understand the title. Oh, it's an opera called Jane Eyre, which is based on... Jane Eyre, okay, Jane Eyre. An adaptation of the novel. Okay, great. Donc une mise en scène d'une adaptation du roman de Jane Eyre, qui est une création. Est-ce qu'il y a des questions pour Madison et pour on va vous donner un micro, et Eleanor? Merci pour... Est-ce qu'on m'entend? Oui. D'accord. Voilà. Quand j'ai présenté un petit peu le livret à des gens qui ne le connaissent pas, je leur ai dit surtout ne le voyez pas avec le filtre MeToo, sinon vous allez le détester. Bon, c'est ce qui se passe effectivement dans cette mise en scène. Alors, je voudrais savoir si, en fait, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on peut monter Don Giovanni ou un opéra comme ça en détestant son héros? Parce qu'en fait, vous ne parlez que de monstres, vous en faites un type qui veut violer les petites filles. Je ne le vois pas comme ça, moi je le vois... Enfin, il y a aussi la dimension, il est subversif, il est 68 heures avant l'heure, il est contre la morale, la religion, tout ce qui peut étouffer la vie, justement. Il est plein de vie, c'est ce que disait aussi l'interprète. Il est plein de vie, il aime l'amour, il transporte ça, et la musique le donne. Alors que j'ai l'impression que le fil conducteur, ça a été comme une pièce de théâtre. Mais il n'y a pas que le sens. Il y a aussi les chants qui sont très gais, qui sont drôles. Alors je ne l'ai pas vu, je vais le voir dans quelques jours. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb sur Don Giovanni et je le regrette. On a juste expliqué quelques aspects, ça ne donne pas évidemment l'entièreté, mais en tout cas, vous touchez un sujet une question qui est intéressante. Et en effet, on a mis l'accent surtout sur la partie noire, et je vais poser la question du coup à Eleanor et Madison. So, in our explanation of the production, it seems that Don Giovanni is only a monster in a way. So, yes, but could you know what Madame said is also that there is something also positive, what can be positive in Don Giovanni, he's also free, very free, he's full of life also. The music says that it has something subversive against the too restricted moral. So what's in the staging, the other parts of the character? Because maybe he has two parts, or maybe he hasn't in this production. How do you see the positive part
as a seducer also for us, the audience. If it's only a monster, we don't like Don Giovanni. Do we like Don Giovanni in this production? Are we shared? Do we have mixed feelings? Of course, we haven't spoken about André Schun, the singer, who is a part, he's very handsome, so it's also a part of the seduction of the role, and the singing and the way of being on stage is also a part of the seduction. Maybe in the conception of the production, what would be the positive part of the character to balance with the monster part? I think what's clever about it is we're not meeting Don Giovanni at the end of his life. André plays him as someone who has no idea what he's done because he's the young version. So in a way, he doesn't carry all of this monstrous behavior because he's not aware of it. So that's quite helpful. And also, I think André and Christophe, who plays Leporello, managed to find a lot of lightness in it as well. A lot of the humor in this production comes from Leporello saying, so you've done this terrible thing, isn't that awful? Expecting him to sort of break down crying and say, oh my goodness, I'm a terrible person, I'll never do it again. But this Don Giovanni is like, great, next thing. So that's always quite fun. I don't know. Yeah, well, specifically for me, I think singing La ci darem la mano with André, great honor for me, I have to say. I've often seen that duet really done in quite a creepy way. The Don Giovanni's being very overtly seductive with the Zerlina in an uncomfortable way. But in our production, the encouragement Rob gave us was, no, Don Giovanni really, he's sincere. He means everything that he says. So when he says, I love you, I want to marry you, he means it. It's like, it's not a game. And that helps as well because it shows I think that's more complex. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs aspects qui balancent, qui vers l'autre côté. D'abord, ce que j'ai proposé, mais qui est aussi souligné par Madison et Eleanor, c'est d'abord que André Schun a une présence extrêmement séduisante vocalement et physiquement. Et puis dans la mise en scène, en fait, il n'est pas entièrement conscience de sa monstruosité, du fait de... Bon, enfin, ça demande de révéler des aspects de la mise en scène. Voilà. Et ce que dit Madison de manière très intéressante, c'est que, et ça c'est le donjuanisme, c'est vrai, c'est que quand il séduit Zerline, il est sincère, il n'est pas du tout pervers, et donc il adhère à des états successifs de vérité dans lesquels il est sincère, il est en adéquation avec lui-même, ça n'est pas uniquement une figure perverse. Voilà. Juste des éléments de réponse comme ça, mais vous en trouverez d'autres. Et puis il y a des éléments aussi dans la mise en scène qui allègent on n'est pas que dans la lourdeur tragique, il y a de l'humour. Même Leporello et Don Giovanni jouent presque avec la figure mythique de Don Giovanni lui-même. À certains moments, il joue presque avec le fait que, voilà, comme une sorte de fatalité à séduire les femmes. Enfin, il y a presque un second degré qui allège un petit peu la figure du personnage dans sa noirceur tragique et monstrueuse de premier degré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Pas d'autres questions? Alors, merci beaucoup à vous. Merci à Madison et Eleanor. Prochaine représentation de Don Giovanni, c'est demain. Et encore 6 représentations. Ouais, on a 8 représentations. Demain, on se retrouve pour les midis du festival, le deuxième midi consacré à la composition dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Et ici, en tête-à-tête, mais dans la deuxième cour, parce qu'il y a un autre événement en même temps ici, avec Elsa Dreisich, l'interprète de Louise, merveilleuse interprète de Louise de Charpentier, à l'Archevêché. Merci beaucoup à vous et bonne fin de soirée. Bon spectacle si vous allez au spectacle. Et merci encore à vous.